président de Survie Isère. Il est aussi administrateur au conseil d'administration national de Survie, et à ce titre, il est référent pour l'association sur l'affaire l'Angola Gate. Donc, il est la personne au niveau de Survie qui suit de plus près le procès et l'affaire de l'Angola Gate. Voilà, je te laisse la présentation. Merci, bonjour à tous. Je peux dire bonjour à tous les amis, certainement. Et je crois que cette affaire de l'Angola Gate, je suis très content qu'elle suscite de l'intérêt dans le public, parce qu'elle est, à notre avis, à nous, aussi symbolique que l'affaire d'Elf, il y a une dizaine d'années. Symbolique, ça veut dire que c'est une affaire qui donne des informations sur la société française. Symbolique, ça veut dire que ça donne des informations sur le comportement de la classe politique à un moment donné, dans un environnement donné. Et le procès Elf a aussi donné des informations sur la société africaine telle qu'elle était et sur le continent africain. Pour beaucoup de gens en France, c'était la révélation que la première entreprise de France, Elf, qui à l'époque était une société publique, donc qui était à nous tous, était capable pendant si longtemps d'entretenir une hiérarchie parallèle et une comptabilité parallèle pour aller alimenter des dictateurs, toute une série de dictateurs et de kleptocrates, je ne dirais pas souvent ce soir, en Afrique, qui eux s'assoient sur le plan intérieur sur leur armée et leur police, et sur le plan extérieur sur tous ces gens du Nord qui se précipitent à l'assaut des matières premières, et le moindre coût, c'est de pouvoir alimenter l'élite en place. Ça coûte beaucoup moins cher que d'alimenter correctement le pays sur le prix de la matière première. Je cite un seul exemple. Je me retrouvais en 1975 au ministère du Plan au Niger, et j'ai assisté à l'arrivée du premier chef d'État du Nord venant remettre une dette à un pays du Sud. Il s'agissait de Giscard d'Estaing, qui est arrivé avec, vous savez, comme d'habitude, un gros chèque en blanc d'1 mètre de long, la télévision et tout ça, et il a donc remis 500 000 francs CFA de dette au gouvernement du Niger. 8 jours après, au ministère du Plan, nous apprenions la composition du conseil d'administration de la toute première société d'uranium au Niger. Elle était composée de 100% française, et ça a permis pendant des décennies à Areva de payer, de prendre autant d'uranium qu'il veut, au prix qu'il veut. Il a fallu, vers 2006-2007, l'arrivée des Chinois pour que ce prix reconnaisse. Donc, voilà cette réalité qu'avait fait advenir ce procès Elf. Celui de l'Angola Gate me paraît à la fois il est plus mondialisé, il est peut-être moins politique, on va voir tout ça, il est peut-être plus grave, il est peut-être beaucoup plus grave, et il va révéler une autre dimension du système. On peut faire deux petites comparaisons avec le procès Elf. D'une part, c'est donc un procès symbolique, et d'autre part, l'autre ressemblance avec le procès Elf, c'est que ce procès est sorti avec beaucoup de chance et un juge très courageux. Eva Joly a raconté dans ses livres les affres qu'elle a subies pendant son instruction du procès Elf, et qui lui a coûté d'ailleurs sa présence en France, et elle est absolument convaincue de n'avoir touché qu'une partie de la partie émergée de l'iceberg. C'est exactement ce que pense le courageux juge Courroy, qui a eu à faire 5 ans d'instruction de ce procès, et qui a eu plusieurs fois, qui a été menacé de disparaître, de ne pas exister du tout. Et bien que le procès ait commencé depuis le 6 octobre, il peut à tout moment être arrêté pour cause de procédure. La toute dernière, là, c'est le carnet de Bertrand. Enfin, je ne vais pas passer longtemps là-dessus, sauf s'il y avait une question. Comme on n'a que 2 heures en tout et pour tout pour traiter ce sujet-là, je vous propose d'en prendre une à moi tout seul. Peut-être un peu plus si je suis bavard, j'en sais rien, mais en général, je sens s'il faut que je passe un peu vite. Et puis ensuite, sur des questions particulières qui vous intéresseraient, parce que ce procès soulève énormément de questions. Alors on y va, et on commence par un petit historique
Mais alors, je vous donnerai le moins de noms possibles, le moins de dates possibles, le moins de noms de sociétés possibles, etc. De façon à ce que la présentation soit la plus claire possible. Sachez où on va et éventuellement là où vous auriez besoin de tel ou tel complément d'information. L'Angola est un des tout derniers pays à gagner son indépendance. La plupart des pays africains ont gagné leur indépendance au début des années 60. Et puis, dictature Salazar aidant, les pays de langue portugaise ont résisté plus longtemps. Et ce n'est qu'en 1975 donc que l'Angola a obtenu son indépendance. Immédiatement, une guerre civile démarre. C'est des guerres civiles qui ont une époque. Les jeunes n'en souviennent pas, mais tous les conflits en Afrique, pendant très longtemps, ont été le fruit de la guerre froide. Il y avait deux camps. C'était pas ni ethnique, ni la ligne politique africaine claire sur des politiques de développement, comme à l'époque des grands panafricains, par exemple, qui avaient vraiment un discours à la fois de développement et un discours africain. Non, on avait une armée soutenue par les États-Unis et une armée soutenue par l'Union soviétique. Voilà les conflits. Moi, j'ai connu les conflits de Berbera, où ce port de Somalie passait tantôt aux États-Unis, tantôt à l'URSS, etc. Des conflits en général atroces, dont les Africains n'avaient rien à faire parce qu'on ne parlait pas de développement, mais c'était ça, l'époque de la guerre froide. Il y a eu donc 15 ans d'une guerre civile comme ça, au bout de 15 ans, 90-91, un mouvement, des élections. Je passe sur les détails, sauf si vous voulez qu'on y revienne, sinon je ne pourrai jamais finir. Des élections. C'est des élections qui sont assez serrées, ce sont des élections contestées comme beaucoup d'élections en Afrique, à tort ou à raison. Il y a des tentatives de négociation, qui sont faites entre les deux parties. Elles échouent. Et finalement, la guerre civile va reprendre. Mais le problème, c'est que Jonas Savimbi, qui tient le camp, disons, de droite, pour faire vite, possède 80% du territoire. Il n'y a guère que Luanda, qui à l'époque est un village, et ses faubourgs, qui appartiennent à Eduardo dos Santos, qui est... je ne suis pas trop près du micro, comme ça. Non, comme ça va, tout le monde entend? Oui, merci. Et donc, il n'y a qu'une toute petite partie du territoire sur lequel Eduardo dos Santos, le leader du MPLA, qui a gagné les élections, qui semble avoir gagné les élections, mais comme il n'y a pas eu de deuxième tour et pas de négociation avec le second, on ne sait pas trop ce que ça aurait donné. Donc, la guerre civile menace de très vite basculer dans le camp de Savimbi, disons, de droite. C'est à ce moment-là que le Français Jean-Bernard Curial, c'est un militant, décidément on a du mal à... Jean-Bernard Curial, c'est un militant du tiers-monde. On ne dit plus beaucoup ça maintenant, les militants tiers-mondistes. À l'époque, c'était exactement un militant tiers-mondiste. Il suivait les pays d'Afrique australe, donc il suivait toutes les luttes d'indépendance, etc. C'est un monsieur qui était un économiste, qui a travaillé au cabinet de Rocard. C'est un monsieur qui a écrit des livres sur le tiers-monde. C'est un monsieur qui a été au Parti socialiste, responsable du Parti de l'Afrique, etc. Et donc il fait le tour, et il va voir Dos Santos. Et Dos Santos lui remet un dossier complet. Et c'est ce dossier qu'il va ramener, ce sont des demandes en aide alimentaire, en aide humanitaire et en armes. Et il arrive en France et il espère que le gouvernement, qui est un gouvernement de cohabitation, c'est Mitterrand et Balladur, il espère que le gouvernement va approvisionner en armes un gouvernement qui est somme toute légitime et qui a le droit de s'armer et de résister à cette guerre civile qui démarre. Il est clair que la meilleure solution aurait été pour la communauté internationale de réunir de force les deux opposants et de leur proposer un plan de sortie de crise et leur présenter quelque chose de précis, voire d'accompagner la fin des élections, etc., plutôt que de laisser la guerre se prolonger.
Et contrairement à ce que Curial pensait, il essuie un refus du gouvernement français. Soyons donc clairs, dès le départ, la France a refusé de livrer ses armes à l'Angola, pour deux raisons. La première, c'est que il y a disons pas une politique arrêtée, mais une habitude française qui est de dire on ne délivre pas d'armes à un pays en guerre civile. Donc ça a été un premier non. Et le deuxième non, c'est que le gouvernement était majoritairement pour Eduardo dos Santos. Il n'y avait dans le gouvernement guère que Léotard, qui était ministre de la Défense, donc était le premier intéressé, qui lui penchait pour Savimbi. Donc pour ces deux raisons, refus. Et c'est là où va démarrer l'Angola Gate. Parce qu'il arrive en avril 93, Curial, avec toutes ses commandes, et dans les 3 mois qui suivent, va commencer la valse des limousines blindées des plénipotentiaires angolais qui vont être reçus de très nombreuses fois en France pour négocier ce marché d'armement. Alors, au tout premier jour du procès, moi j'essaie d'assister au maximum de séances du procès qui a commencé le 6 octobre, et puis pendant 2 jours, les 60 avocats, dont les meilleurs du barreau parisien, sont là, et pendant 2 jours, ça n'a été question que d'alimentaire, que d'humanitaire. On parlait d'armes, jamais. Vous avez eu connaissance de ça figurer, mais pas du tout. Dit Jean-Christophe Mitterrand. Pasqua, on ne s'en souvient pas. Marchiani, pareil. Et il a fallu que ce soit Curial, un militant. Hein, d'habitude, on juge toujours les militants un peu excessifs, un peu idéologues, un peu etc. Et c'est Curial qui s'est énervé, qui a demandé la parole et qui a dit, enfin, qu'on arrête tout ça. Dans l'épais dossier que j'ai ramené le 10 avril 93, il y avait 3 lignes d'alimentaire, tout le reste c'était des armements. Il y a des chars, il y a des hélicoptères, il y a des lance-roquettes, il y a des centaines de milliers d'obus, il y a 170 000 mines antipersonnelles, il y a, etc., etc. Il y en avait pour 800 millions de dollars, c'est là-dessus que porte le procès, et il y a eu ensuite d'autres commandes, etc., jusqu'à 2 ou 3 milliards. Ça a jeté un petit froid dans la salle. Alors, immédiatement, après le refus, il a été donné tout de suite fin avril 93. Et il a été officiel, donc il y a eu un communiqué du gouvernement, pas de livraison d'armes à l'Angola, en août de la même année, 93. Par contre, en 93, donc, commence l'arrivée des... Pourquoi? Parce que, on le sait maintenant, c'est Jean-Christophe Mitterrand qui venait de sortir de la cellule africaine de l'Élysée et qui fait jouer son carnet d'adresse. Ça, c'est une habitude qu'on va trouver dans le nouveau monde, maintenant, des affaires. C'est-à-dire, énormément d'anciens diplomates, d'agents de sécurité, de différents régimes, etc., vendre, monnayer en tout cas, leur carnet d'adresse. Et donc, Jean-Christophe Mitterrand donne 2 adresses, Elf, c'est quand même un ancien de la France-Afrique, et Pierre Falcon. Donc Pierre Falcon, qui est l'intermédiaire numéro 1 de cette affaire-là. Et ça ne traîne pas, c'est en novembre que est signé le premier marché, qui ne fait que 463 millions de dollars, et il est signé chez Brelco à Paris. Alors, pourquoi? Un petit mécanisme. La législation française est extrêmement sévère. Elle demande pour toute arme qui sort de France ou qui a été produite en France, doit donner lieu à autorisation et du producteur, et de l'intermédiaire, et de tout le monde. Il y a une société qui s'appelle Sofremi, je ne vais pas vous citer beaucoup de noms, la Sofremi, qui dépend du ministère de l'Intérieur, qui est aussi, il n'y a pas que les sociétés privées, il y a aussi la Sofremi qui peut vendre du matériel, et elle aussi, la boîte publique est sous tutelle du ministère de l'Intérieur, elle doit avoir une autorisation. Donc pour chaque vente d'armement de la Sofremi, il y a une commission interministérielle qui est créée, et cette commission donne un avis au Premier ministre, c'est le Premier ministre qui donne son avis final.
Et c'est ça pour toutes les autorisations, qu'elles viennent de la Sofrénie ou qu'elles viennent des fabricants d'armes en France ou qu'elles viennent des intermédiaires français. Que va bâtir Pierre Falcon? Il va bâtir en 2 mois une affaire triangulaire qui va échapper à la réglementation française. Le triangle, c'est quoi? C'est le fait que lui, il est en France, c'est Pierre Falcon en France, il est un intermédiaire français, mais qui va vendre du matériel étranger à un autre pays étranger. Et à cette époque, la loi ne prévoyait pas de demande d'autorisation préalable. Et d'ailleurs, la grande bagarre judiciaire du 6 et 7 octobre a tourné là-dessus. Ce procès ne devrait pas avoir lieu, puisqu'il n'y a pas lieu à autorisation à l'époque des faits, puisque maintenant, tout intermédiaire, même pour n'importe quelle arme, même pour n'importe quel pays, doit obtenir autorisation. Ça n'était pas à l'époque. Il y a donc, premier point du triangle, l'Angola qui est le donneur d'ordre. Deuxième point du triangle, c'est lui, et à côté de lui, sa société, qui s'appelle Brinco, le groupe Brinco. C'est sa société à lui. Mais on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et le troisième point, c'est quoi? Il fallait trouver ce troisième point. Alors, bon, les armes étaient étrangères, mais il fallait que ce soit un pays étranger qui commande. Par conséquent, c'est là où il a fait intervenir le deuxième très gros intermédiaire, Arkady Guédamac, qui vient cette nuit de perdre les élections à la mairie de Jérusalem. Hein, les milliardaires peuvent tout s'offrir, même Jérusalem. Et, enfin, il a quand même perdu. Et donc, il a constitué avec Arkady Guédamac une société qui s'appelle ZTS. Voilà, je crois qu'avec la Sofrénie, ministère de l'Intérieur, le groupe Brinco de Pierre Falcon à Paris, et ZTS, qui est une société de droit slovaque, c'est elle qui va traiter, et c'est elle qui va faire le troisième point du triangle. Et voilà ce qui s'est passé. Il fallait finalement qu'une affaire où le gouvernement ne marchait pas, parce que lorsque le gouvernement réussit une magnifique affaire de vente d'armes à un pays, on le sait, hein, ça donne lieu à beaucoup de champagne, etc. Probablement à quelques commissions occultes dans un paradis fiscal, mais bon, ça c'est très superficiel. Et puis on fait ça dans tous les ministères. Là, du fait du refus du gouvernement, toute cette affaire va se dérouler à un niveau inférieur. Pour le moment, je ne l'appelle pas l'économie mafieuse, hein, on va voir ensemble si on peut l'appeler comme ça, mais c'est, disons, une économie sous-jacente, en dessous de ce cercle de banquiers, de politiques, de décisionnaires, etc. On va trouver là le réseau des intermédiaires. C'est ce réseau des intermédiaires qui devient de plus en plus fort, et il a un pied parmi les donneurs d'ordre, et il a un pied dans les paradis fiscaux, puisque tous les flux financiers vont disparaître dans les paradis fiscaux. Voilà la clé de ce monde des affaires. On va voir qu'il n'est pas que lié à l'arme. C'est ça. C'est des intermédiaires avec un pied dans les paradis fiscaux pour tous les flux financiers, et ils vont faire du montage d'affaires en jouant avec les normes, en jouant avec les donneurs d'ordre, etc. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'Angola. Et les livraisons vont donc signature du contrat, donc je vous dis au mois de novembre de la même année, et les livraisons commencent en 1994. Tout ça va très 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 vite. C'est des affaires qui tournent. C'est des affaires, et pour une affaire comme l'Angola Gate qui arrive en justice, sans savoir si elle arrivera au bout et de quoi elle accouchera, c'est déjà un miracle de le voir. Vous voyez toutes les affaires qui peuvent avoir lieu derrière. Alors voilà, les paiements arrivent assez vite. Certains arrivent via Elf, bon, ça c'est encore les arriérés de la France-Afrique. Et je passe sur un certain nombre de choses. Et tous ces paiements disparaissent, ils ne restent pas en France. Parce qu'évidemment, l'embêtant, c'est qu'on s'imagine que les transactions ont été faites en France. Et donc, tout disparaît. Tout disparaît dans les paradis fiscaux, on va voir ça tout à l'heure. Les livraisons continuent en 1994, les paiements, les virements aux dignitaires angolais pleuvent.
Luxembourg, en Suisse, etc., en cash et tout. En 95, des nouveaux contrats. En 87, ça peut durer des années. Ce système est parfaitement au point. Alors, une question que posera le président du tribunal la première semaine, c'est, mais enfin, ce monde politique, où est-ce qu'il est? Il y a refus de vente d'armes, les choses commencent quand même à se savoir. Mais non, personne n'est au courant. Donc pendant l'instruction, il y a eu Balladur, il y a eu Juppé, il y a eu Védrine, il y a eu, oui, parce qu'il y a eu des changements, etc., les Pasqua et compagnie, personne n'est au courant de rien, personne ne connaît M. Falcon, personne ne connaît l'affaire de l'Angola, et personne ne sait s'il y a une diplomatie parallèle ou pas. Et là encore, c'est notre militant, hein, soi-disant borné, idéologue, etc., bien Marc Huriel s'est énervé lui aussi, là encore pour la deuxième fois. Il a déboulé devant le président, il a dit, enfin, c'est absolument infernal ce que j'entends depuis quelques heures, parce que, à cette époque-là, déjà, la presse s'était emparée de ça, les plénipotentiaires angolais de très haut niveau, ministres, généraux, etc., déboulés, avaient tous des visas multiples, l'ambassade de France savait tous leurs déplacements, ils étaient de plus en plus actifs, de plus en plus nombreux, ils logeaient à l'hôtel La Trémoille, j'ai profité de mon passage à Paris la dernière fois pour aller le voir, très bel hôtel, à 900 € la nuit, bon, tout ça, ça se sait. Il y avait eu des notes des renseignements généraux en France, il y en avait sur Pierre Falcon, il y en avait, etc., tout le monde était au courant et il dit mais c'est pas que les ministères, c'est le Premier ministre, c'est la présidence. Ça n'est pas possible autrement. Tout le monde raconte des histoires. Donc c'est ça que la justice va essayer d'étudier, c'est cette coupure. Est-elle nette, pas nette, floue, mensongère, etc. Cette coupure entre justement cette première couche dont je parlais et puis la couche sous-jacente dans laquelle s'est passée cette affaire. Et voilà comment cette guerre a continué encore 10 ans, donc jusqu'en l'an 2000, le plus simplement du monde, sans aucun contrôle, les virements, les livraisons, et la guerre a continué. Ça a été une guerre particulièrement atroce, une des pires, non, je crois que la pire c'était celle de Sierra Leone et du Libéria, mais rien que dans les 10 années supplémentaires, 90 à 2000, 500 000 morts, le pays était en 2000 complètement exsangue, on va voir ce qu'il en est maintenant, et c'est le pays le plus miné du monde. Certains disent qu'il est indéminable parce qu'il manque trop de renseignements, etc., que des gens vont sauter pendant longtemps encore, et qu'on compte à ce jour 100 000 amputations de gens qui ont sauté sur les mines. Je vais passer brièvement un petit moment sur les intermédiaires, parce qu'ils sont vraiment la caractéristique des gens qui font marcher les affaires internationales maintenant. Et probablement, enfin, on verra tout à l'heure plus de précision. Pierre Falcon. Pierre Falcon, français, il réside plutôt aux États-Unis, où il a un ranch. Là encore, si on veut de l'humour, on verra ce qu'est ce ranch, qui dans l'instruction évalué à je ne sais plus combien de dizaines de millions de dollars, un véritable immense ranch avec plusieurs bâtiments, etc. Et puis l'autre jour à Paris, c'est mais monsieur, mais la cour, on a complètement exagéré là-dessus, mais non, le prix du ranch, on s'est trompé, c'était celui d'un voisin, Jean-Christophe Mitterrand en disant oui, je suis allé là-bas, oh, la piscine couvre tout le terrain, bon, etc., etc. Bon. Enfin, vous imaginez ce que ça peut être, cette histoire de défense. Le marchand d'armes, lui, est réel, par contre. C'est un des grands marchands d'armes. Il y a beaucoup d'autres marchands d'armes, aussi grands que lui, sinon plus. Mais c'est un grand marchand d'armes. Voyant cette affaire tourner autour de France, donc il a fait fortune, pas que dans le marchand d'armes, il a fait du négoce en Amérique du Sud, il a fait du négoce avec Arkady Guédemac en Russie, etc., un certain nombre de choses. Et il a déjà fait des marchés d'armes avec l'Afrique du Sud, avec l'Asie, avec l'Afrique. Il est assez connu des RG, il y a 11 notes déjà depuis 90, donc vous voyez que le ministère est au courant de ce monsieur.
Il était donc un indépendant, mais alors, tiens, chose bizarre, dans l'instruction, le juge Courroy découvre que ce monsieur travaillait à la Sofrémie. C'est-à-dire qu'il n'était pas uniquement dans la couche sous-jacente, là. Il avait un pied à la Sofrémie. Et ça, on va en dire quelque chose tout à l'heure, puisque là, il a eu un rôle relativement important. Voilà. Alors, est-il non-résident ou résident? Ça dépend s'il a passé plus de 180 jours à l'extérieur ou à l'intérieur, ça vous le savez. Donc, il pense qu'il n'a jamais eu d'impôt à payer. Et c'est vraiment le fantôme. Donc, il a créé son groupe, sa société, le groupe Brinco, à Paris. On verra ce que c'est que ce groupe. Il a mis là-dessus, lui ne figure pas dans les statuts, il a mis un dénommé Turcan, qui est un monsieur qui a l'instruction, a dit oui, oui, c'est moi le gérant Cabis. Voilà, vous savez ce que ça veut dire, gérant Cabis, ça veut dire le gérant sur papier. Mais le gérant étant évidemment Pierre Falcoz. Donc il est fantôme à la Sofrémie, parce qu'il n'a pas de statut, mais on va s'apercevoir que pendant les 10 ans de cet Angola Gate, c'est lui qui avait la signature en fait de la Sofrémie et qui signait absolument tous les contrats de la Sofrémie, mais il n'avait aucun statut. C'est lui qui détient un Brinco, mais il ne figure pas du tout dans les statuts, etc., etc. Bon, on passe à Arkady Guédamac. Arkady Guédamac, je vais être assez bref, c'est un ancien colonel du KGB. Il a 4 passeports autorisés avec lui. Et il a lui aussi toute une série de notes sur lui, des renseignements généraux. Il a fait fortune dans l'immobilier, dans les phosphates du Kazakhstan, dans des fermes en Russie, etc. Il est multimilliardaire. Et comme il a un mandat d'arrêt international sur cette affaire-là, eh bien, il s'est enfui en Israël. Et alors, c'est là où il y a une ambiguïté, hein, dont on a parlé à la Cour, c'est que ce monsieur souhaiterait beaucoup venir dire ce qu'il en est ici, à Paris. Il faut qu'il défende son bon droit, on raconte n'importe quoi à Paris sur mon sort, etc. Oui, mais il ne peut pas venir parce qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt en Israël et on lui demande une caution pour quitter le pays. Mais une caution beaucoup trop importante, elle est de 2,5 millions de dollars. Donc, pour des affaires de blanchiment un peu louches. Voilà. Et donc, il voudrait bien dire ici son bon droit, mais c'est les Israéliens qui l'empêchent. Mais il espère bien venir avant la fin du procès, hein, qui est fixé à fin février, venir se défendre. Voilà, je termine juste sur une petite note de la DGSE. Hein, c'est des gens qui savent très bien écrire, hein, c'est pas seulement le carnet de Bertrand. Donc voilà, si les activités de messieurs Pierre Falcon et Arkady Guédamac devaient se poursuivre de manière inchangée, il apparaîtrait clairement que certains volets de la politique africaine de la France seraient abandonnés à certains groupes d'intérêts politiques et financiers particuliers. Voilà. Bien. On va passer maintenant à... Alors, je cite pour mémoire, pour l'anecdote, parce qu'on ne va pas toujours se plonger dans les affres, de 2 autres types d'intermédiaires. Le premier, c'est Samuel Mandel-Saft. Ce monsieur qui était un homme d'un certain âge, et il était surnommé par les salariés de Brinco, il était surnommé Plastique Bertrand. Bertrand était un nom, peu importe son histoire, et Plastique parce qu'il a passé tout son boulot pendant plus de 10 ans à Brinco à charrier des sacs de billets. Et oui, ça existe encore, hein, Internet n'a pas tout résolu. Donc il a passé son temps à charrier des sacs de billets de l'ambassade d'Angola à Brinco, de Brinco aux banques, des banques dans des domiciles, etc. Donc c'était le gros travail de ce monsieur, il était d'ailleurs très bien rémunéré pour ça. Et puis, on peut citer Isabelle de Lubac, qui est la secrétaire de Pierre Falcon, rentrée en 85 chez Brinco, aucune formation, de rien, elle était secrétaire, et en tant que secrétaire, elle a beaucoup évolué, puisque c'était elle qui était chargée de préparer les enveloppes de Samuel. Et donc il y avait une salle exprès pour ça, et il y a eu des dizaines de millions de dollars qui ont transité par ces enveloppes pour partir partout. C'est l'architecte de l'immeuble de Brinco, 1500 mètres carrés de bureau quand même, qui disait « Oh, c'était une salle
impressionnante, etc. Où là-dedans, les billets, etc. Puis à l'instruction, l'autre jour, la grande salle à billets était devenue, oh monsieur, ce qu'on pourrait dire une buanderie, oui, on devait ranger, oui, une buanderie, non, j'ai dû exagérer, ou on m'a mal compris, etc. Et le président, ironiquement, lui a dit, oui, buanderie où il y avait des billets qui séchaient, quoi. Je pourrais citer Paribas, on leur doit quelque chose de grave, mais j'en parlerai après, c'est un intermédiaire un peu spécial. Et je passe maintenant à l'instruction, parce que c'est l'instruction qui va révéler vraiment le fond de l'affaire. Comment ça, pendant 10 ans, peut se passer sans contrôle et en tout cas dans l'impunité la plus complète, une vente d'armes aussi colossale dans un pays où la législation est si dure. Eh bien, comme pour l'affaire Elf, c'est complètement sur un autre sujet que le juge tombe sur quelque chose de Branco. Eva Joly parlait d'autre chose lorsqu'elle est tombée, je crois même par la Suisse, sur des comptes flous d'Elf. Et ensuite, elle a remonté. Là, il s'agissait d'investir, de perquisitionner chez un avocat, Alain Guillou, un avocat parisien, qui était inculpé de blanchiment d'argent. Donc, il y a eu une perquisition chez lui en 1996. Donc, ça faisait déjà 2-3 ans que livraison et paiement se déroulaient. Et là-dedans, on trouve des liens entre Pierre Falcone et Branco. Il n'y en a aucun. Pierre Falcone étant un Français mais résidant à l'étranger, etc. Branco étant ce que clame toujours Pierre Falcone, une simple société de représentation, qui représentait ZTS, le troisième point du trône. Il n'y avait jamais eu de lien qui avait été fait entre les deux. Et de même, un lien entre ZTS, la société slovaque, et Arkady Guédanac. Et voilà deux liens totalement ignorés du monde entier, et de tout Français en particulier, qui sont faits comme ça, dans cette perquisition, pour toute autre chose, chez l'avocat Guillou. Et donc, ça va mettre la puce à l'oreille à qui? Au fisc, d'abord. Et le fisc fait une première perquisition qui a été éventée, hein, quand même c'est un groupe bien organisé. La perquisition a été éventée, plein de documents ont disparu, et elle ne trouve pas grand-chose. Pas grand-chose, sauf quand même que ce groupe Branco, ce n'est pas qu'une société d'hôtesse qui reçoit, qui représente, ou une représentation d'une société étrangère, hein, qui lui permet de prendre son courrier, de tamponner son courrier, mais que c'est quand même peut-être un peu plus sérieux que ça. Et pareil pour cette TS. Donc ça éveille le fisc, qui y insiste, qui fait une perquisition, qui en fait une deuxième l'année d'après, une troisième, etc. Et en 1998, elle en fait une qui lui montre qu'il y a bel et bien que le chiffre d'affaires des ventes d'armes et d'autres choses d'ailleurs, de Branco, mais finalement c'est du chiffre d'affaires réalisé en France, c'est des contrats faits en France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et à la suite d'une énorme perquisition de 100 personnes, il n'y a jamais eu de perquisition plus grosse en France, de 100 personnes dans les 1500 mètres carrés du groupe Branco, eh bien, il est sous le coup de la plus grosse amende jamais donnée en France, 220 millions de dollars, qui sont le rappel de tout ce qu'il aurait dû donner au fisc depuis 3 ou 4 ans. Mais pour le moment, ça reste une affaire fiscale. Et il faut attendre 2000, c'est-à-dire que les 10 années ont passé, tout le monde s'est engraissé, hein, on verra tout à l'heure comment, tout le monde s'est engraissé, et arrive là une perquisition policière. C'est la brigade financière, c'est la police qui va débouler, en disant attention, il n'y a pas que le fisc, il se peut qu'il y ait quelque chose de plus grave. Enfin, les fameuses notes des renseignements généraux, les médias, etc., ont commencé à faire courir le bruit que quand même il faudrait y voir de plus près. Et il y a eu là aussi une perquisition qui a été très importante et qui a couvert aussi tous les domiciles de la quinzaine d'employés du groupe Branco. Et c'est là où on a retrouvé
sous le lit de la fameuse secrétaire dont je parlais tout à l'heure, un carton qui contenait, c'est pas une clause du style, hein, elle a confirmé que c'était bien sous son lit, on a retrouvé là un carton avec 26 disquettes, dont elle a dit à la cour qu'elle avait l'ordre de le détruire par Pierre Falcon, mais qu'elle ne l'a pas fait, qu'elle a caché ses ailes. Et c'est ces 26 disquettes, parce que la perquisition aurait été insuffisante, la perquisition aurait éveillé des soupçons pour éventuellement la suite, mais elle n'aurait rien pu sortir du passé, puisque depuis la première perquisition ratée, il y avait escamotage ou destruction de documents. Et c'est donc ces 26 disquettes qui vont permettre le démarrage des 5 années d'instruction de 2000 à 2005, qui a été confiée au juge Courroy. Alors, on va voir tout ce qu'il y a dans ces 26 disquettes, mais je termine juste l'instruction, jusqu'au début de l'instruction. Tout va se passer dans la nuit du 1er au 2 décembre 2000. Là, la police tape un grand coup. Donc, Pierre Falcon est arrêté et il est écroué. Dans la nuit même, Arkady Guedamac et Samuel, c'est pour ça que je vous ai parlé de ce gars-là, prennent le premier avion pour Israël et s'enfuient. Dans le mois qui a suivi, Jean-Christophe Mitterrand est mis en prison et il est libérable, mais il lui faut une caution de 5 millions de francs. Vous vous rappelez les pleurs de madame, on en voulait tant à son fils. Pierre Falcon, lui, je le précise tout de suite, c'est un monsieur qui va faire 1 an de prison. Il va faire 1 an de prison, c'est donc très sérieux, donc l'instruction va pouvoir se dérouler, etc. Et il va être libéré avec une caution qui est très importante, 105 millions de francs. C'était dans les francs, hein. Excusez-moi, je vais jongler entre les francs, les euros et les dollars. J'ai vérifié que je ne me trompais pas, mais ce sera à vous de faire un peu de gymnastique. Donc, il sort en 2002, mais il trahit les conditions de sa mise en liberté provisoire. Il est donc ressaisi par le juge Courroy et remis en prison. À ce moment-là, la balle est dans le camp de l'Angola, qui lui doit quand même beaucoup de choses. Hein, et donc, l'Angola le nomme ministre plénipotentiaire donc, à l'UNESCO. Donc, on ouvre les portes de la prison, on lui remet un passeport diplomatique, on déroule le tapis rouge, et ce monsieur sort. Il était évidemment plus intéressé par ce qui se passait avec son marché d'armes que de savoir si on allait conserver les temples d'Angkor. Je pense qu'il conservait son intérêt majeur pour ses armes, et d'ailleurs, il n'a pas pu tenir longtemps à l'UNESCO, il ne devait pas quitter le pays, et il s'est enfui aux États-Unis. Il est donc revenu en 2007 parce que, à la suite d'un entretien entre Nicolas Sarkozy et Dos Santos à l'ONU, on lui a levé son mandat d'arrêt international. Il est donc revenu et il comparaît libre au procès actuellement. En janvier 2001, donc vous voyez en 1 mois tout le boulot qu'a fait Courroy, en janvier 2001, patatras, les avocats des prévenus sortent un décret de 1939 disant qu'en France, il ne peut pas y avoir d'instruction en matière d'armes si il n'y a pas un dépôt de plainte du ministère de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur. Il n'y avait pas de plainte du ministre de l'Intérieur. Par conséquent, l'instruction est annulée. Tout est annulé. Donc, la balle est dans le camp du ministre Alain Richard à l'époque, puisqu'il y a eu un nouveau changement de majorité. Ça aurait pu tomber sur complètement quelqu'un d'autre, qui aurait pu prendre n'importe quelle autre décision. Alain Richard prend la décision de porter plainte. Et donc, le 20 janvier 2001, l'instruction peut redémarrer. Donc, avec cette plainte d'Alain Richard. Voilà. Alors, que trouve l'instruction en 5 ans? Je vais essayer de résumer ça en 5 ou 10 minutes. Elle fait une plongée d'abord dans le groupe Brinco. Officiellement pour Pierre Falcon,
son groupe, Brinco, n'est qu'une société de représentation, c'est-à-dire chargée d'envoyer le courrier de ZTS, par exemple, sur le marché de l'Angola. S'il y a du courrier pour ZTS, elle lui transmet. S'il y a des gens à recevoir pour le compte de ZTS en Slovaquie, on le recevra à Paris, c'est son bureau qui le recevra. Voilà. Donc c'est une simple société de représentation. Que découvre la police? Elle découvre un groupe extrêmement important, formé de dizaines et de dizaines de sous-comptes, de comptes et de sous-comptes. Tous ces comptes et ces sous-comptes, aucun ne sont logés à Paris. Ils sont tous logés dans les paradis fiscaux. Et ils ont tous un destinataire. C'est-à-dire que toutes les personnes dans les disquettes d'Isabelle de Lubac, il y avait 300 noms qui avaient été répertoriés. Il n'y a que 42 prévenus, parce que pour tout le reste, documents disparus, etc. Bon. Donc, il y a 300. Donc, il y a au moins ces 300 comptes pour chacun. Tout ça avait disparu dans les paradis fiscaux. Alors, je cite l'île de Man, les îles Vierges britanniques, la Suisse, la Colombie, le Luxembourg, Bahamas, etc., etc. Toutes ces sociétés. Donc il n'y avait pas d'argent qui transitait par la France. Enfin, pas d'argent, on ne sait pas. Pour moi, l'image exacte, on va voir ce que la Cour a trouvé, pour moi l'image exacte, vous savez, c'est ces espèces de roquettes, de fusées, de feux d'artifice là. C'est-à-dire qu'il y a l'argent, c'est le compte, Brinco France, et puis quand on y met un engin dedans, un plastique, un sac de plastique par exemple, bon, et bien immédiatement il va exploser et ça va vous faire une magnifique gerbe d'étoiles, chacune des étoiles étant logée dans un paradis fiscal. Tiens, pour une fois, ça mérite bien son nom. Voilà. Donc, voilà, c'était le groupe. Un groupe, à l'image de Pierre Falcone, un groupe fantôme. Un groupe fantôme. N'empêche que c'est par lui que tout a transité. Donc il y a cette plongée dans le groupe Brinco. On peut aussi, je ne vais pas essayer d'être pas trop ennuyeux, il y a 3 comptes. Si la presse se met à s'intéresser sérieusement à cette affaire, elle va certainement parler de 3 comptes qui s'appellent Cascade, Cyclone et Concorde, et Colorado. Cascade, Colorado et Cyclone. Voilà. Bon, alors, ça, c'est les 3 comptes suisses où était destiné l'argent. Là-dessus, il y avait Colorado, ça c'était la part Arcadie-Guédamac. C'est-à-dire ça partait après, soit dans les pays de l'Est, soit en Israël. Donc il y a un compte Arcadie-Guédamac. Il y en a un autre qui est spécialisé cadeaux angolais. C'est-à-dire chaque fois qu'il fallait remettre des fonds à des Angolais, ça partait de la Suisse, sur le compte de Colorado, Et le 3e compte, c'était, dit Pierre Falcone, mais on n'en est pas encore là dans le procès. Pour le 3e compte, c'était les activités de Pierre Falcone en Angola ou les activités des Angolas à l'étranger. Voilà. Évidemment, c'est pratique de parler de l'Angola pour Pierre Falcone, parce que ça lui donne le droit de dire à secret défense de l'Angola, moi, mes mandataires, c'est les Angolais, je dois respecter le secret défense. Ce qui fait que Pierre Falcone ne répond depuis le 6 octobre à aucune question indiscrète, secret défense, j'ai droit au respect de mes mandataires. Donc on ne saura rien de Pierre Falcone pendant le procès. Ensuite, la police est allée voir un peu du côté de la Sofrémie. Parce que la Sofrémie était cette institution un peu à cheval entre la première couche, là où on trouve le ministère, et puis la seconde couche où on trouve les intermédiaires. Il se trouve que là, à la Sofrémie, Pierre Falcone y a travaillé, et il travaille toujours, et il a la signature. Et un certain nombre d'opérations frauduleuses se sont passées là. Ou d'opérations de trafic d'influence, c'est-à-dire d'échange d'informations entre le niveau ministériel et les niveaux en dessous. Et lorsque la police est tombée là-dessus, elle a évidemment fait une perquisition en règle des papiers, interrogé les directeurs successifs de la Sofrémie, et tous ces directeurs, pour une fois, se sont désolidarisés de la sous-couche, et ils ont reconnu tous les méfaits
de Pierre Falcone, et ils ont même mis en cause, en disant que ces méfaits n'auraient jamais eu lieu à Sofremi, ils ont mis en cause tous les ministres de l'Intérieur successifs. Pasqua, le principal, puisque c'est lui qui était dans toute cette organisation, mais y compris tous les autres, y compris Nicolas quelque chose. Donc la descente la perquisition à la Sofremi a donné lieu à toute une série de prévenus pour abus de bien social, faux bilan, recel d'abus de bien social, etc. Alors, il faut citer aussi l'opération Paribas. Donc Paribas, c'est la seule banque qui a accepté de rentrer dans cette affaire. Et elle y est rentrée de la manière suivante. D'abord, parce que aucun des contrats de prêt qu'elle a fait avec Pierre Falcone et avec les Angolais ne traitait de vente d'armes. C'était de la logistique, c'était des investissements, c'était équipements divers, etc. Mais il n'était pas question d'armement. Et lorsque... Alors, première raison. Et deuxième raison, et ça c'est la plus grave, c'est que c'était ce qu'on a appelé des prêts gagés. Et les prêts gagés en Afrique, actuellement, c'est une... Alors, je cite un rapport de l'ONU, c'est une cause d'appauvrissement et une clé de la kleptocratie en Afrique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des prêts qui seront remboursés sur le budget du gouvernement, ce sera remboursé par les revenus futurs des matières premières. Donc c'est un prêt, un remboursement sera fait par les matières premières futures. Autrement dit, ça autorise d'abord la banque à ne pas être obligée de satisfaire aux obligations internationales, parce que pour prêter à un gouvernement à l'international, il faut respecter un certain nombre de règles du FMI et de la Banque mondiale. On a beau leur taper dessus beaucoup, mais là, en l'occurrence, Paribas savait très bien qu'il n'aurait pas pu faire de prêt à l'Angola, parce qu'il y avait interdiction à cette époque-là du FMI de faire des prêts à l'Angola. Et deuxiémement, donc, elle est assurée du remboursement, puisqu'elle a une reconnaissance de dette et le pétrole va sortir, donc il n'y a pas de problème. Elle fait un candidat pour récupérer ce pétrole, évidemment. Et du côté de l'emprunteur, c'est-à-dire de l'État angolais, eh bien, parfois, elle n'est pas à se préoccuper que son budget ait suffisamment d'argent pour rembourser. Le pétrole futur est là. Et voilà comment déjà, depuis une bonne dizaine d'années, l'Afrique est en train de s'endetter sur le dos des générations futures qui ne pourront pas profiter de matières premières qui sont gagées. Donc beaucoup sont gagés maintenant. Alors, curieusement, Paribas n'est pas inculpé dans ce procès, est inculpé quand même celui qui a monté l'affaire. Ils étaient lui et son directeur à avoir monté l'affaire. Son directeur, hélas, est devenu paraplégique au cours d'un match de polo, donc exit. Et donc son adjoint est venu. Il a commencé par faire croire, donc j'y étais, je peux vous le confirmer, il a essayé de faire croire que, ma foi, il n'était pas au courant du contenu de... Mais bon, enfin, ça n'a pas duré longtemps, hein, et il a fini par dire cette phrase malheureuse. Vous savez, Monsieur le Président, quand on est banquier, il faut savoir avoir des œillères. Et cette phrase, évidemment, le Président sautait dessus et l'a fait inscrire, Madame la greffière, il a inscrit sur la ligne, c'est banal. Ils ont découvert, ils sont allés voir du côté des politiques, ils ont quand même découvert, du côté de Charles Pasqua, quand même à la fois des versements personnels, à la fois des versements sur ses associations, hein, en particulier France, Afrique, Orient, et en partie sur son parti politique qui lui a permis de se présenter aux élections européennes de 1999. Bon, suspecté, etc., 2 informations judiciaires, il y a eu 4 collaborateurs gardés à vue, etc., etc. Et ensuite, la police a fait main basse sur le système des enveloppes. Donc, démonter ça, qui faisait quoi, qui était chargé de quoi, et puis commencer à dresser des listes et des listes de ces milliers et milliers d'enveloppes. Alors, il y avait soit des remises d'espèces, soit des remises en nature, sous forme de cadeaux.
Alors là, je ne vais pas passer en revue les 300 noms, d'abord parce qu'on ne les a pas tous, juste quelques-uns, énormément de comptes dont on ne connaît pas donc des cadeaux en nature et en espèces faits et envoyés par virement, ou on ne sait pas trop comment, dans des paradis fiscaux, on n'en a plus la trace. Pasqua, ce serait 600 000 euros. Jean-Christophe Mitterrand, 2,6 millions de dollars, plus 26 000 $ en billets d'avion. Un directeur, 600 000 machin. Pierre-Loup Sulitzer, 1,2 million de francs. Le général Mouton, plein d'argent sur son EURL. Jacques Attali, des colis de chez Fauchon, du cash. Il aurait reçu 1,5 million de Branco. Il serait aussi intervenu auprès du fisc. Il serait aussi intervenu auprès de Védrine pour faire sauter l'amende de Pierre Falcon de 220 millions de dollars. Donc il a quand même pas mal de choses. Il est déjà venu 2 ou 3 fois aux audiences. Voilà. Donc je résume tout ça. 1 milliard, tout au moins pour cette première partie, parce qu'on pourrait raisonner sur 3 milliards, mais ce serait pareil. 40% vont servir à rembourser les fournisseurs d'armement. 40% vont aller dans la poche d'Arkady Guedamac et de Pierre Falcon. C'est de l'argent perso. C'était un peu plus pour Arkady Guedamac que Pierre Falcon. Ça doit être 177 millions pour peu importe. C'est un peu moins pour Falcon, un peu plus pour Arkady Guedamac. Et 20%, c'est-à-dire 200 millions de dollars si on ne raisonne que sur le premier milliard, sont allés arroser tout le monde, soit en espèces, soit en nature, soit en virement dans un paradis fiscal. Donc, tout ça, fantôme pour la France. Donc, il n'y avait aucune raison que ce système ne dure pas comme ça aussi longtemps. En 2005, cependant, le juge Courroy donc boucle son instruction, et pour lui, il propose au parquet toute une série de prévenus. Le parquet s'empare de son affaire, là aussi, ça aurait pu s'arrêter complètement, définitivement. Le parquet prend 22 mois, lui encore, de 2005 à 2007, et décide de retransmettre au juge avec avis favorable, et il présente 42 noms sur lesquels, effectivement, la correctionnelle s'imposait. Et donc, c'est donc en avril 2007 que l'ordonnance de renvoi en correctionnel est signée par le juge Courroy au moment où il partait, puisqu'il a été nommé procureur de Nanterre à la cour de Versailles, enfin, à la cour de Versailles, et en poste comme procureur de Nanterre. Le procès, donc, a démarré le 6 octobre, et il est censé durer jusqu'en mars. Donc se déroule actuellement tout l'exposé des faits. C'est pas encore fini, jusqu'à mi-décembre. Ensuite, il y aura toute la partie d'interrogatoire des témoins. Et ensuite, les plaidoiries. Je voudrais conclure sur 10-15 minutes, là. Je voudrais conclure sur quand même ce que nous inspire à nous, société civile, et à titre de procès symbolique, quand même, à quoi nous renvoie un procès pareil? Est-ce que c'est simplement de savoir si Jean-Christophe Mitterrand a eu ses avions, etc. Ou est-ce que tout ça n'est pas finalement secondaire pour des gens qui s'intéressent à ce continent africain, dont il faudrait refaire l'histoire, quand on voit que, quand on vient nous dire que l'homme noir n'est encore pas rentré dans l'histoire, ensuite, depuis le XVe siècle, c'est un continent pourchassé, martyrisé. Au XVe siècle, il y avait des grands royaumes, dont beaucoup de royaumes de par le monde pourraient être fiers. C'était des royaumes très développés, avec des législations très développées, avec des armées très sophistiquées, souvent spécialisées, avec des stratégies, etc., avec déjà une indirect rule qu'ils avaient déjà créée et mise en pratique
depuis fort longtemps, bien avant nous, qui étions encore, même avant, on était encore dans l'avant ère Colbert, etc. Et qui, à partir du XVe siècle, tous ces États ont été unités à l'intérieur du continent africain. Toute la partie nord, c'était les Arabes, mais ils étaient chez eux, ils étaient résidents là. Et toute la bordure atlantique, c'est les Européens qui ont déboulé et qui ont pris les côtes. Et sur toute la bordure orientale, c'est les Arabes, pas les Arabes du Nord, mais les Arabes de la péninsule, qui occupaient, qui ont colonisé absolument tous ces rivages. Et donc, tous les royaumes, y compris de brillants royaumes de l'Afrique de l'Ouest qui ont tenté de négocier avec les Blancs, n'y sont pas arrivés, puisque les Blancs venaient pour la traite négrière et pas du tout pour installer ni pour développer quoi que ce soit. Et donc, ça a été ensuite ces 3 années, ou 3 siècles, 4 de traite négrière, hein, qui a évidemment enlevé 100 millions de personnes qui étaient évidemment les plus jeunes, les plus forts, etc. Ça a été une destruction complète de toutes les civilisations là-bas. Ça a donné lieu après à toute cette période de colonisation qui évidemment a laissé des infrastructures, des élites, de l'éducation, tout ça, certes, mais tout ce qui a été de l'ordre de la production, tout ce qui a été de l'ordre de l'extraction des matières premières, des bois, déjà de l'uranium, du pétrole, des métaux précieux, etc. C'était tout pour des circuits, pour alimenter des circuits sud-nord. Hein, ça n'a jamais été pour construire la moindre usine là-bas sur place, etc., etc. Vous voyez la guerre froide, ce que ça a donné tout à l'heure. Et voilà. Et donc, voilà maintenant la proie de ce type de... C'est-à-dire qu'au fond, on maintient une kleptocratie, tiens, j'arrive à y revenir, en tout cas des dictatures locales, finalement à vil prix, puisqu'il suffit de donner quelques billets, quelques Cadillacs, quelques yachts, bon, ça va, ça c'est marginal par rapport... Voilà. Et eux, avec ça, avec cet argent-là, ils se payent la police sur place, et donc tout est mis dans le meilleur du monde. Voilà comment est en train d'entrer le monde africain. Et je peux, par exemple, vous parler je vais juste parler des conflits, par exemple. Vous savez que les conflits, on imaginait que la fin de la guerre froide, hein, que 89 allait amener la diminution des dépenses militaires dans le monde, un peu plus de pacifisme, etc. Eh bien, détrompez-vous, l'organisme CIPRI, qui est un organisme fameux qui est à Stockholm, qui étudie ça de près, en fait, depuis 10 ans, les dépenses militaires ont augmenté de 56% et elles sont de 1350 milliards de dollars. Alors je sais bien que maintenant les dizaines de milliards de dollars, ça ne fait plus peur à personne, mais enfin là c'est des armes concrètes. Et donc les conflits se sont multipliés. Une autre organisation dit qu'en Afrique spécialement, pour les 15 dernières années, 90-2005, les conflits en Afrique ont coûté 300 milliards de dollars. Soit l'équivalent de la totalité de l'aide publique au développement pendant cette période-là. Donc, énormément de conflits qui sont favorisés par une impossibilité de réguler ce commerce des armes. Et une deuxième chose très importante, c'est une privatisation des armées. C'est un phénomène absolument inimaginable actuellement. Vous savez que la deuxième armée du monde en Irak, après les États-Unis, c'est l'armée mercenaire. Il y a 180 000 hommes qui sont aux mains d'une centaine de sociétés militaires privées, les SMP, et qui sont sans foi ni loi. Ce sont des mercenaires. Et ce sont des sociétés qui ont pignon sur rue. Beaucoup sont cotées en bourse. Et elles vendent même pas aux plus offrants, ceux qui sont au service des donneurs d'ordre, et puis ils font leur beurre sur ces conflits qu'ils alimentent. Je peux citer juste 2 sociétés françaises. La plus importante, c'est la Secopex, qui a été créée en 2003 par un ancien para, et qui a déjà 1500 personnes actuellement, et qui ne manque pas de travail. Ou alors la société de Montoya, monsieur de la France-Afrique bien connu, qui s'est recyclé dans une USLP. Il l'a logé à Lomé, c'est-à-dire un pays suffisamment pourri pour être accepté sans problème, mais pas l'argent qu'il était à mettre à Gibraltar, dans un paradis fiscal. Évidemment, il était encore plus à l'abri. Et donc ce monsieur il traite des affaires, c'est lui qui a réarmé, malgré
blocus de l'ONU, pas le blocus, vous avez compris, pardon, merci, c'est lui qui avait armé la Côte d'Ivoire. Les 2 Sukhoi qui ont tué nos soldats, c'est des Sukhoi fournis par Montoya. Les 2 pilotes aussi, c'est lui qui est allé les exfiltrer. On sait qu'ils sont passés par le nez, on ne mettra jamais la main dessus. Voilà. Donc ces sociétés militaires privées sont capables de faire la pluie et le beau temps. Ce continent africain est en train d'être la proie de ce genre de commerce, de ce genre d'affaires. Sur les matières premières, sur l'exploitation des matières premières, qui est la grande richesse du continent africain. L'Afrique est un continent richissime, riche en élites, il est en train de foutre le camp, partout ailleurs, et riche en matières premières. Elle est première mondiale pour je ne sais plus quoi, troisième pour je ne sais plus quoi, etc. L'Angola elle-même est 5e producteur mondial de diamants. Dans les 10 premiers producteurs de pétrole, il y a au moins 3 ou 4 Africains, etc. Et c'est un continent richissime. Ces richesses continuent à faire des pays pauvres. C'est absolument... L'Angola, actuellement, qui est richissime, puisque ses dernières recettes l'an dernier ont été de 35 milliards de dollars, vu le prix du pétrole, et vu maintenant les 20 millions, 2 millions de barils par jour, donc elle a un budget considérable. Bon, si on va à Luanda maintenant, le village que c'était en 1975, certainement maintenant, c'est bourré de tours. Hein. Et puis, si vous regardez les indices de développement, soit l'indice de développement humain du PNUD, soit l'indice de transparence internationale qui juge la corruption, c'est un des pires pays au monde. Donc la population ne voit rien de la richesse. On peut dire pareil du Congo, des 2 Congos qui sont tous les 2 très riches, on peut dire ça du Gabon, etc. Sur les matières premières, juste un mot pour rappeler les prêts gagés de Paribas. Cette affaire des prêts gagés, c'est encore un mauvais signe pour l'Afrique. C'est vraiment, ils sont en train, les élites locales sont en train de se lier les mains, ou plutôt c'est les générations d'après qui seront les mains liées parce que leur production future sera partie. Maintenant, on arrive à trouver des intermédiaires, mais je ne vais pas insister là-dessus. On pourrait trouver dans les circuits de matières premières un peu la même chose que pour l'Angola. C'est-à-dire des circuits faits d'intermédiaires et puis de flux financiers dans les paradis fiscaux. Juste une chose, parce que c'est un rapport qui est maintenant sur le web, tout le monde peut aller le chercher, c'est le rapport Lutundula, qui est un rapport, de l'ONU sur 2 mines du Katanga. Hein, donc on est au Congo. Ce qui se passe là-bas est catastrophique. C'est toute la richesse entre le Kivu, le Katanga, etc., et une ou 2 autres provinces. Le Congo est richissime. Et bien là-dessus, vous avez une entente entre un chef de guerre local et une société multinationale. Parce que dans ces genres d'exploitation, il faut être extrêmement outillé. Hein, il faut des investissements considérables. Donc il faut automatiquement une multinationale. Pour le pétrole, il faut des majors. Et pour les métaux, il faut des multinationales tout à fait spécialisées. Donc il y a un accord qui se fait entre une multinationale et un chef de guerre. Le chef de guerre, lui, il assure la sécurité. La multinationale, elle assure la production. Ensemble, ils vont éventuellement créer une société dans un paradis fiscal. Donc la marchandise va partir sur ces marchés normaux. Les flux financiers, ils sont assurés dans les paradis fiscaux. Et ensuite, la redistribution se fait pour le chef de guerre et pour la multinationale. Voilà où on en est actuellement sur un certain nombre de chantiers majeurs en Afrique. Voilà. Alors, ben voilà, c'est parfait, j'ai respecté mon temps. Je termine sur... parce que sinon, alors, on va tous... Je termine sur une petite anecdote qui ne fera que faire sourire les optimistes et pleurer les pessimistes. Donc, il s'agit d'un monsieur intelligent, fort intelligent, un monsieur qui écrit des livres, et il a écrit un livre il y a 6 mois à peu près, qui donne un scénario pour le 21e siècle. Donc, un scénario en plusieurs étapes, entre 4 ou 5 étapes. Et
il montre bien comment, à chacune de ces étapes, l'économie change, innove, crée, etc. Et puis il dit quand même quelques mots chaque fois sur une économie un peu plus souterraine, un peu plus mafieuse, là. Bon, il passe. Et puis, c'est à la fin du bouquin où il annonce au lecteur, il dit, attention, l'économie mafieuse, il accepte de l'appeler par son nom, l'économie mafieuse risque non seulement d'interrompre ce scénario-là, mais il risque à tout moment de prendre le dessus sur l'économie légale. Et à ce moment-là, c'est la planète qui sera bouleversée. L'auteur de cet ouvrage semble connaître son sujet, il s'appelle Jacques Attali. Voilà, M. Thomas, je te rends un micro.